Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a appris justement qu'on allait bientôt être déconfinés, on a des dates, on n'a pas encore de certitude, mais on fait avec. Je suis hyper content d'être de nouveau avec vous et avec Valérie Vax, qui est une de nos consultantes. On va vous parler Bonjour. d'une nouvelle méthodologie. Je vais laisser Valérie se présenter tout de suite, mais j'essaye de vous redessiner le contexte aussi de notre travail sur les méthodes. Vous le savez, on a sorti en novembre Acquisition Strategy Design. C'est un livre très complet pour construire son plan marketing, sa stratégie d'acquisition est très didactique parce qu'il y a 110 pages de méthode et derrière toute une cartographie des différents leviers de l'acquisition pour mettre tout ça en musique et donner une cohérence à sa stratégie d'acquisition. C'est un livre dont on est hyper fier. En 6 mois, on est quasiment à 1500 exemplaires vendus. Donc, on est en train de faire la deuxième édition. Et puis, dans le prolongement de ce livre, dans le prolongement de la dynamique que ça a créé, on est en train de travailler sur 3 autres livres, sur 3 autres méthodes. Et puis, on a encore en tête d'autres livres derrière tout ça. Parmi ces 3 méthodes, il y en a une sur le marketing RH et c'est le prochain livre qui sort et on va faire des webinaires là-dessus. C'est un livre qui s'appelle 3 méthodes marketing pour les RH où on va parler de marque employeur, où on va parler d'expérience collaborateur et de stratégie de recrutement. C'est Chloé Duval, une de nos consultantes, qui l'a porté, rédigé avec un certain nombre d'experts comme pour Acquisition Strategy Design. Ça sort en juin et donc vous allez avoir 3 webinaires là-dessus dans les semaines qui viennent. Il y a aussi Journey Based Selling qu'on vous a présenté brièvement avec Nicolas Delinière il y a quelques semaines, qui va sortir en novembre et sur lequel on est encore en train de pas mal travailler sur la méthode pour vraiment aider les équipes commerciales à construire leur processus de vente. Et il y a Customer Experience Redesign, donc on a travaillé avec Valérie et que Valérie va vous présenter aujourd'hui. Customer Experience Redesign parle d'expérience client, parle aussi de fidélisation, mais on va détailler tout ça en profondeur avec Valérie. Valérie, je te laisse te présenter d'abord, et puis on va dévoiler petit à petit la méthodologie. J'espère qu'il y aura plein de questions, plein de retours. On est encore dans cette phase de travail, de conception, même si pour le coup, par rapport à ce qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines sur JBS, Journée Based Selling, là, on est quand même plus avancé. À toi, Valérie. Bonjour à tous et puis merci de participer à ce séminaire. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, j'ai un parcours dans 3 univers différents. Alors, un parcours autour du marketing client, dans des gros cabinets conseils où j'ai travaillé sur des problématiques de marketing client, de CRM, de satisfaction client. J'ai un parcours aussi opérationnel. J'ai été notamment directrice marketing magasin chez Yves Rocher et j'ai un parcours aussi dans la distribution. Et j'ai eu plus récemment un parcours dans une start-up qui visait à améliorer l'expérience client au niveau des publicités natives sur les réseaux sociaux. Voilà, donc dans ce cadre-là, j'ai rencontré Gabriel, j'ai rejoint le cercle des consultants 1 minute 30. Je suis très opérationnelle sur l'acquisition stratégie design. On s'est dit, Gabriel, que c'était intéressant, au vu des demandes de nos clients, de bâtir une méthode simple pour vous aider à bâtir vous-même votre stratégie, votre plan d'expérience client. Et quand on parle de méthode simple, je pense que vous avez tous été où vous l'êtes, où vous allez sur Internet, tapez parcours client, regardez les images. C'est souvent extrêmement, ça a l'air comme ça, compliqué, touffu, souvent des slides qu'on pourrait appeler de consultants. Et nous, on s'est dit, sur la base de notre expérience Acquisition Strategy Design, on va bâtir cette méthode simple et holistique et qui va vous permettre d'avoir rapidement des résultats. Ouais, tout à fait. Alors, c'est intéressant de préciser effectivement qu'il y a une forme de continuité avec Acquisition Strategy Design parce que sur Acquisition Strategy Design, on a un vrai focus sur le parcours d'achat. Là où sur Customer Experience Redesign, on déroule le parcours d'achat très rapidement autour de l'expérience, mais surtout aussi tout le parcours d'usage. Donc, on va avoir des méthodes qui se prolongent un peu ou qui se complètent
qui vont être un peu de la même nature dans la conception des matrices, etc. Tu vas nous présenter ça. Et je dirais que d'une certaine façon, on est moins en invention que sur Acquisition Strategy Design, parce que ce travail sur le parcours d'achat pour construire une stratégie d'acquisition, c'est quelque chose de globalement novateur ou qui n'avait jamais été formalisé. Sur Customer Experience Redesign, on est plus, comme tu viens de le dire, en simplification de méthodes qui existaient déjà. Ce travail sur un parcours client et sur les émotions, l'enchantement et les irritants du parcours de client, on l'a pas inventé. Et on a quand même mis le doigt sur quelque chose que tu vas nous présenter, j'imagine, tout de suite, à savoir une première étape avant de travailler sur l'expérience client, qui est de choisir ses clients. Oui, je pense que l'innovation de notre méthode, elle est sur la simplification du travail sur les parcours clients, et sur ce travail de préqualification ou de sélection des bons clients. Mais je te propose qu'on avance là-dessus avec les slides. T'es d'accord? C'est un principe, il y a, je dirais, 3 principes fondateurs de la méthode, mais il y en a un qui est important, effectivement, c'est que la fidélisation, ça coûte cher et qu'on peut pas fidéliser tous les clients, qui est quand même le but ultime de l'expérience client. Et parce qu'il faut centrer ses efforts, on pense qu'il faut qu'on centre ses efforts sur les clients qu'on veut fidéliser. Et ça, c'est un principe clé. C'est choisir les clients sur lesquels on veut investir pour les retenir. Alors, tout de suite, on respecte tous les clients en tant qu'entreprise, on respecte tous nos clients. Mais ce qu'on se dit, c'est que si on travaille à bien comprendre le comportement, le besoin, les attentes de ces clients qu'on veut fidéliser, nos clients idéaux, eh ben, on va, en fait, par la stratégie, on va dire, du ruissellement, on va contenter, on va améliorer l'expérience d'une grosse partie de nos clients. Voilà. Attention, Biden a dit que la stratégie du ruissellement ne marchait pas. Oui. Alors j'ai entendu ça hier soir, je me suis dit est-ce que je vais en parler, mais je vais en parler quand même. Ça ne m'a pas perturbée outre mesure parce que je pense que c'est vrai, c'est en travaillant à mieux comprendre en tout cas les clients sur lesquels on veut se focuser qu'on va apprendre déjà à comprendre tous nos clients et à satisfaire une majorité de nos clients. Donc ça c'est le premier principe de la démarche. Le deuxième principe, c'est qu'on veut casser les silos dans les entreprises. On en parlait déjà dans Acquisition Strategy Design, mais j'ai envie de dire que là, c'est aussi important, voire plus, parce que la démarche Customer Experience, c'est une démarche de long terme, c'est une démarche de tous les jours et qu'on doit aligner les opérations. Au-delà du marketing, des ventes et de la communication, on doit aussi aligner les opérations, et on va en parler, et aligner le service client. Donc, aligner, je dirais, toutes ces parties prenantes de l'expérience client. Et c'est souvent difficile dans une entreprise, je dirais, de faire collaborer ces 5 types d'entités sur un projet commun. Mais quand il s'agit d'expérience client, de satisfaire, je dirais, nos clients, c'est déjà plus facile parce que je pense que le fait d'être customer centrique est quand même quelque chose qui se développe dans les entreprises et on aligne plus facilement les entreprises autour d'un projet commun, autour du client. Et un troisième principe, et on va le montrer dans notre démarche, c'est qu'il faut définir et prioriser nos actions, prioriser nos investissements parce que je vous apprendrai rien en disant que les ressources des entreprises sont limitées et en argent et en temps des hommes, et donc il faut qu'on se focus sur les actions qui vont se focuser sur les moments de vérité de l'expérience de nos clients et qu'on va au cours de la démarche apprendre à prioriser sur la mise en œuvre des actions qu'on veut mettre sur lesquelles on veut investir. Voilà les 3 principes fondateurs. Nos clients sur lesquels on veut investir, casser les silos et prioriser les investissements. Super. Voilà. Que dire avant de rentrer dans la démarche? C'est que la méthode de Customer Experience, elle est adaptée au B2C et au B2B. Alors, bon, je connais pas bien sûr l'origine de tous les participants aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le B2B et le B2C. Dans le B2C,
je dirais que la focalisation sur le client, elle a été plus évidente parce qu'on est dans des marchés souvent ultra compétitifs et qu'on a très vite compris que c'était par l'expérience client qu'on allait se sortir de la guerre des prix à produits plus ou moins identiques, mais qu'au-delà du produit, il fallait fournir une bonne expérience. Et dans le business to business, on a aussi compris tout l'intérêt du processus maintenant pour bâtir une base de clients solide dans un contexte où l'acquisition des clients, c'est quand même onéreux et ça demande beaucoup d'efforts. En tout cas, il faut équilibrer les deux. Voilà. Avant que tu attaques la présentation des slides, je vais peut-être revenir sur la couverture. Et puis, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur la couverture aussi. En comparaison, pour ceux qui connaissent Acquisition Strategy Design avec Acquisition Strategy Design, donc on a décidé d'avoir un code couleur différent par bouquin. L'idée, c'est faire vivre une expérience mémorable aux clients que vous voulez fidéliser. Donc ça, c'est l'un des principes évoqués par Valérie, c'est de se dire que on se concentre sur les clients qu'on veut fidéliser et après les autres suivent par ruissellement, mais on est vraiment sur cette démarche-là. Donc d'abord choisir les clients qu'on veut fidéliser. On a appelé ça Customer Experience Redesign parce que chaque entreprise a déjà une expérience client, donc il s'agit de la remettre à plat. Et on part pas de zéro, alors que de temps en temps sur l'acquisition on peut partir de zéro. Là on est vraiment dans quelque chose qui part de quelque chose, et donc on est d'abord sur un travail d'amélioration. Et puis on a dit le guide ultime pour construire pas à pas le plan d'expérience client en alignant opération marketing, vente, service client et communication. On vous casse avec notre image avec Valérie les bonus qu'il y a, à savoir comme pour Acquisition Strategy Design, il y a un canevas et Valérie va vous présenter le canevas. Et comme pour Acquisition Strategy Design, il y a une cartographie des différents leviers de l'expérience client. Donc ça, c'était la cartographie Acquisition Strategy Design. On va vous présenter rapidement la nouvelle cartographie qui, elle, comme c'est écrit tout en bas, réunit beaucoup plus de services, c'est ce que tu disais, vu qu'il y a les opérations, le marketing, les ventes, le service client, la communication. Tous ces acteurs de l'entreprise sont tous garants de la meilleure expérience client, et donc il faut qu'ils travaillent de concert, de façon coordonnée, avec un certain nombre de métriques qu'ils se partagent. On attaque la suite ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on a des réactions sur la couverture, mais je pense que quand on parlera des émotions, vous comprendrez pourquoi les émojis. Voilà. Après, on a Fabien qui s'est prononcé avec un très sympa. Merci Fabien. Ah super. Bon, écoutez. et Jérémy va peut-être nous faire un sondage sur vous aimez pas la couverture, par exemple. Bon. Jérémy et Abdel, d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi Abdel derrière nous. D'accord. À toi. Ok. Écoutez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, moi je pourrais vous faire, et on pourra certainement faire un atelier, on le fera, vous parler au moins 4 heures sur la démarche. Mais peut-être avant de rentrer sur le canevas, je vais vous parler des 4 étapes du Customer Experience Redesign. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la démarche Acquisition Design, on a quatre étapes qui vont être bien sûr différentes, mais qui sont extrêmement didactiques pour arriver à un plan d'action. Donc, la première étape, elle se concentre sur le Customer Focus Canvas. Le Customer Focus Canvas, ça va vous permettre, à travers une batterie de 7 questions, de vous poser les bonnes questions pour identifier les profils des clients idéaux auxquels vous voulez faire vivre une expérience à hauteur de leurs attentes. Donc, on va revenir sur ces 7 questions, mais un des principes, c'est de se dire, il faut que je connaisse, dans l'idéal parfaitement, en tout cas avec les outils que j'ai, les infos que j'ai, que je connaisse qui sont ces clients, quel est leur profil, quel est leur comportement, quelles sont leurs attentes, comment ils communiquent à l'extérieur sur notre marque, comment ils achètent pour mieux redesigner l'expérience client. Ensuite, on va se concentrer sur le parcours client. Donc, c'est l'étape 2. Là, on va formaliser pour notre client idéal
l'ensemble des interactions physiques ou digitales, qu'on va appeler les moments de vérité, et ses ressentis et émotions positifs ou négatifs. On va pas mal parler des émotions, en tout cas vous demander de travailler sur ces émotions, parce que de nombreuses études montrent que ce sont elles, en fait, qui dictent les comportements d'achat. Hein, on n'est pas complètement dans le rationnel, ou en tout cas des inputs rationnels vont susciter chez nous, clients, des émotions qui vont dicter des comportements. Donc, c'est important de les connaître. En étape 3, avec la matrice d'enchantement, on va assigner des actions pour supprimer les irritants et enchanter l'expérience délivrée au client. Je vais revenir dessus. Donc, cette matrice d'enchantement, elle va être aussi, elle, très didactique, parce que sur les moments de vérité, on aura détecté les irritants, les enchantements, on aura mis en face des actions, des indicateurs, des organisations, des processus et des outils. Une fois qu'on aura designé cette matrice, qu'on l'aura bâtie, enfin que vous l'aurez bâtie, parce qu'ensemble, aujourd'hui, je vais juste vous présenter la méthode, vous allez construire le plan d'expérience client, donc aligner toutes les parties prenantes à cet atelier, à ce travail, sur les investissements prioritaires. Et là, je vais vous parler des critères pour définir ces actions. Donc, on va passer par parler donc de la première étape. Avant que tu passes à la première étape, moi je propose de faire un petit parallèle avec Acquisition Strategy Design, parce que là je l'ai sous les yeux et vous pouvez télécharger ça ou acheter le livre d'ailleurs, bien sûr. On est sur une méthode qui est quand même assez similaire dans la démarche. Vous le disiez, dans Acquisition Strategy Design, on se concentre vraiment sur le parcours d'achat. Dans Customer Experience Redesign, on se concentre vraiment sur le parcours client. Et dans les deux cas de figure, on est vraiment sur des logiques de parcours. Les différences, c'est le premier canevas. Le premier canevas dans le canevas d'acquisition dans Acquisition Strategy Design est un canevas qui vous aide à comprendre et vous pose les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client dans la façon dont il va faire son parcours d'achat. Parce que cette démarche-là n'est pas suffisamment prise en compte pour construire une stratégie d'acquisition, un plan marketing, etc. Dans Customer Experience Redesign, c'est ce qu'on a dit en introduction, le canevas, il n'est pas là pour vous aider à construire le parcours client. Le parcours client, il est plus facile à construire. Vous connaissez vos clients, vous connaissez les points de contact, etc. Il est là beaucoup plus pour vous focuser, c'est pour ça qu'on l'a appelé Customer Focus Canvas, sur les clients que vous voulez fidéliser. Ceux qui sont, on va le voir, les plus rentables, ceux qui vous apportent le plus de visibilité, ceux qui correspondent le plus à votre image, etc. On va se concentrer sur cela pour aller chercher dans notre formalisation du parcours client leurs expériences à eux, leurs moments de vérité à eux, et pas nécessairement à ceux que vous souhaitez pas particulièrement fidéliser. Donc, on va vraiment se concentrer sur eux pour que notre travail de parcours client ne soit pas trop générique et soit vraiment concentré sur ce profil de client que vous souhaitez fidéliser particulièrement. Donc, une démarche assez similaire, mais quand même des vraies différences. Et puis, bien sûr, au-delà de la forme et des matrices, une vraie différence dans les explications de chaque étape. La démarche est un peu la même, ça fonctionne de la même façon dans des logiques d'atelier en utilisant des outils design thinking. On est aussi sur ces mêmes bases de design thinking, mais derrière, on parle pas de la même chose, on parle d'irritants, on parle d'enchantement, on parle d'actions qui vont pas être les mêmes actions pour réussir à réduire les irritants ou à enchanter. Donc on est quand même sur deux livres très complémentaires et qui se répondent et complètent les uns les autres et qui sont pas une répétition l'un de l'autre. Je te redonne la parole sur le canevas. D'accord. Donc le canevas, canevas, ça veut dire une méthode rigoureuse et exhaustive. Donc on a 7 séries de questions. Je vais les résumer là. On va les passer. Alors je vais peut-être pas les passer toutes en détail.
sachant que bon, on est en train d'écrire un livre où on explique bien les raisons de chacune de ces questions. On fait pas ça, on va dire pour se faire plaisir, mais c'est un moment important, c'est un exercice important. Vous ferez peut-être pas en atelier, vous ferez peut-être en préparation de l'atelier, mais ça sera important parce qu'il va irriguer toutes les actions que vous allez déterminer dans les ateliers. Et surtout, ça va être important parce que dans l'atelier, vous allez mettre ensemble différentes spécialités, de mettre tout le monde, j'allais dire, au même niveau en termes de connaissances clients. Et c'est un exercice hyper important. Donc, la première question, elle est fondamentale, c'est à quel client veut-on faire vivre la meilleure expérience? La deuxième question, c'est de savoir comment les clients achètent. Je vais revenir dans le détail. La troisième, pourquoi ils décident de racheter? Quelles sont leurs motivations? La quatrième, comment répondent-ils aux incitations commerciales de la marque? Je vais parler de marque plutôt que de dire entreprise, société, c'est plus simple. La cinquième question, c'est quelle est leur satisfaction? La sixième, quel est leur avis? Quel est leur avis sur votre marque et comment l'expriment-ils à l'extérieur? Parce que ce qui fait la valeur d'un client, c'est évidemment ce qu'ils dépensent chez vous, dans la marque, mais c'est aussi ce qu'ils disent sur vous. Parce qu'on le sait bien, ça a énormément de valeur. La réputation d'une marque peut être démolie aussi bien qu'elle peut être construite par vos clients. Et quelle proposition de valeur attendent-ils de votre marque? Donc, on va détailler chacune de ces questions. Enfin, je verrai si leur tourne vite. Je t'interromps pour répondre à la question de Fabien, qui dit que pour animer des ateliers CX depuis quelques années, une des difficultés est la méconnaissance des clients de la part des entreprises et organisations, souvent des hypothèses et parfois des stéréotypes. Exactement, Fabien. Alors là, je suis à 100% d'accord avec vous. Bon, je vais pas reparler de mon parcours, mais moi, je suis complètement drivée par la data. J'ai travaillé dans une entreprise de customer science. Yves Rocher était complètement drivé par la data. Et je pense que c'est un bon exercice à faire aussi c'est de se dire, mais de quelles informations objectives j'aurais besoin ou quelles informations objectives je dois mettre en place pour mieux connaître mon client. Et justement, dans notre livre, on travaille parce que moi-même, j'ai travaillé dans des entreprises qui soit à la pointe de l'expérience client, qui ont plein de données, soit n'en ont pas. Et on donne des tips aussi pour dire, voilà, si vous n'avez pas de données clients, comment vous allez essayer de les objectiver? Et déjà, les remontées des gens qui sont en contact avec vos clients, elles sont importantes. Les remontées de vos propres employés, elles sont importantes et souvent, on les écoute pas assez. Donc, collectez déjà ces données-là. Après, vous avez quand même des bases de données. Il y a un minimum d'analyse à faire. Et vraiment, quand on a bâti cette analyse, cette méthode, on se place pas que dans les chaussures des grandes entreprises qui, elles, ont plein de données, mais on se place aussi au niveau des startups, au niveau des entreprises qui en ont moins. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, Fabien. Voilà, toutes les entreprises sont pas au même niveau dans ce domaine-là. Et c'est une vraie opportunité de se dire, comment je fais pour me mettre à niveau avec mes moyens? Comment j'accumule ces informations? Donc, la question 1, elle est fondamentale. Elle est de se dire à quel client je veux faire vivre la meilleure expérience. Et donc, quels sont les profils de mes clients idéaux, ceux que je veux conserver et acquérir en priorité? Alors, il y a une question qui est fondamentale, c'est quelle est leur valeur monétaire? A priori, on a quand même cette information-là dans les entreprises. On a différents moyens de les avoir, que ce soit par l'exploitation des données clients ou même la base de facturation dans le B2B. Donc, quelle est leur valeur monétaire, leur niveau de dépense actuel? Quel est le profit généré dans le temps? Quel est le coût d'acquisition? Quelle part du chiffre d'affaires représente-t-il? Donc là, on a quand même des facteurs d'objectivation. Et on a aussi une valeur client qui est importante, c'est leur valeur d'influence. Quelle est leur activité de communication positive, leurs avis, leurs recommandations, leurs témoignages? Quelle est leur activité d'apport commercial? Même nous, on le vit dans nos activités. On a des clients qui sont peut-être pas les plus gros, en termes d'apport d'activité, mais qui ont une forte activité de recommandation et qui nous apportent des leads. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important en B2B ou en B2C, qui ont une forte valeur de recommandation.
Donc, c'est important aussi de croiser les deux hein, et de se dire qui sont les clients qu'on veut fidéliser. Et quand on se dit, c'est quel est justement leur profil sociodémographique ou professionnel. C'est important de les connaître parce que ce sont plutôt des jeunes, des moins jeunes, en B2C, en B2B, quelle est leur activité, quelle est la taille d'entreprise, quelle est la région, les fonctions des parties prenantes à l'achat. En B2B, on a souvent plusieurs parties prenantes à l'achat et c'est important de le connaître dans le parcours. Donc, deuxième question, comment achète-t-il? Donc, quels produits et services achète-t-il chez moi? Comment se renseigne-t-il avant l'achat? Quels sont leurs critères de choix? Leurs problématiques d'achat? À quelles caractéristiques des produits et services sont-ils sensibles? À quelle fréquence achète-t-il? Et sur quels canaux de vente préfère-t-il acheter? Alors, excusez-moi, j'ai un peu pris mes notes parce que dans la méthode, on a écrit à quoi ça servait toutes ces questions. Hein. C'est pas encore une fois, pour se faire plaisir. Cette question-là, ça va vous permettre d'améliorer l'expérience d'achat de vos clients. Par exemple, de mettre en valeur les produits et services préférés de vos clients sur vos magasins, sur les sites web, sur les réseaux sociaux ou les autres supports de communication qu'utilisent ces clients-là. Ça va vous servir à travailler, à améliorer les caractéristiques clés des produits et services qui sont les plus pertinents pour vos clients. Voilà, il y a beaucoup de… toutes ces données-là que vous allez accumuler, elles vont vous permettre de vous dire, oui, mais en fait, en fonction de comment ils achètent, comment moi je vais travailler à mieux les informer ou à faciliter leur parcours d'achat. Si par exemple vos meilleurs clients achètent majoritairement online, on va travailler en priorité sur le online. S'ils se renseignent online pour acheter en magasin, on va travailler sur ce parcours-là. Je vais arrêter de trop donner d'exemples parce qu'on va passer trop de temps. Manuel nous souligne un petit bug. Quel est leur profil socio-démographique ou professionnel? Il y a écrit B2C 2 fois. Ah, merci Manuel. Tu vois, c'est important. Je te tutoie. Merci. En tout cas, on avait retravaillé, mais on est encore en constitution. Donc, si vous voyez d'autres bugs, n'hésitez pas. Ça, c'est à force de relire. Voilà. Là, on a 66 lecteurs, donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Donc, la troisième question, comment répond-il aux incitations commerciales? C'est important parce qu'en tant que marque, entreprise, on fait beaucoup de campagnes, on va dire, sortantes. Avec des messages sur des moments clés, avec un ciblage, avec un contenu, message, un contenu qui peut être visuel, un contenu qui est bien sûr écrit. Et c'est important de se dire, ces clients-là, quel est leur niveau de participation aux animations que je fais? Que ce soit des animations au point de vente, des animations online ou des communications personnelles plus ciblées. Quels sont les médias et offres qu'ils apprécient le plus? Est-ce qu'ils apprécient la fréquence des animations? Parce qu'on sait très bien que trop d'animations, trop de sollicitations, ça peut être complètement contre-productif. Donc, c'est important de se poser cette question-là parce que c'est important dans l'expérience avant l'achat ou pendant la période d'usage. Et quel est leur engagement dans le programme de fidélité? Donc, on a mis entre parenthèses s'il existe, parce qu'il existe souvent dans le B2C, il peut exister dans le B2B, et c'est un indicateur important aussi de est-ce que je suis pertinent dans ma communication, dans tous mes incentives commerciaux, parce qu'un programme de fidélité, on va dire mal fichu, c'est très destructeur de valeur. Et je peux vous en parler parce que j'en ai lancé une dizaine dans ma vie. Donc, un programme de fidélité mal fichu, voilà, ça peut être très créateur de valeur, mais très destructeur. On va passer aux 4 questions suivantes. Donc, c'est moi qui vais passer dessus. Voilà. Pourquoi décide-t-il de racheter? Quand vous allez bâtir votre parcours client, nous, on vous recommande un parcours très chronologique pour faire simple. Après, vous allez l'adapter à votre contexte d'entreprise. Mais en gros, on a un parcours avant l'achat, le parcours pendant l'achat, le parcours d'usage, qui est plus ou moins long selon les produits, et le parcours, on va dire la phase
de renouvellement de l'achat. Donc, pourquoi décident-ils de racheter? C'est fondamental de savoir pourquoi quelles ont été leurs motivations d'achat de mon produit, de mon service, de ma solution. Pourquoi ils vont acheter un produit de gamme supérieure? C'est très important puisqu'on a quand même un but, c'est de fidéliser le client, mais le fidéliser aussi en le développant. Pourquoi ils achètent un produit-service ou une solution complémentaire? C'est important, le cross-selling, toujours dans cette optique de développement client. Pourquoi ils achètent de nouveaux produits et services et solutions? Là aussi, qu'est-ce que je vais mettre en exergue? Qu'est-ce que je vais mettre en valeur auprès de ces clients? Encore une fois, pour les développer, les fidéliser et les satisfaire davantage. Une cinquième question qui est quelle est leur satisfaction? Alors vous allez me dire, si je faisais un parcours, une expérience client, on va dire, souvent je me focaliserais que sur cette question. Donc vous voyez que si c'est pas la seule question qu'on aborde, bien sûr celle-ci, elle est fondamentale. Quel est le taux de clients très satisfaits? Là, on va pas vous faire un cours sur le Net Promoter Score, mais le taux de clients très satisfaits, il est important parce que ce sont les clients très satisfaits qui vont avoir tendance, qui vont nous recommander, alors que les clients satisfaits, ils vont rester souvent neutres, ils vont être fidélisés, mais ils vont pas s'engager davantage souvent pour nous recommander. Et bien sûr, les clients insatisfaits, souvent vont avoir nous bâtir une expérience très négative. Et ça serait important de le connaître. Donc, quel est le taux de réclamation et quelles sont les principales causes de réclamation? Et ça, c'est fondamental d'être objectif là-dessus, que toute l'entreprise soit objective là-dessus, parce que c'est une cause d'irritant. Et on a bien souvent des clients qui baissent les bras et qui ne vont pas réclamer auprès de l'entreprise. Donc, il faut savoir lire aussi à travers ces causes de réclamation, de se dire, voilà, quels sont les irritants de mes clients, ceux sur lesquels je dois agir parce qu'ils sont cause d'attrition et de destruction de réputation et de valeur. Qu'apprécient-ils le plus, le moins dans leur expérience avec notre marque? C'est fondamental. Alors, je pense que vous lisez, vous êtes amené à lire quels sont les leviers, les attentes des clients sur une marque. Alors, il y a des attentes qui sont un peu transversales à toutes les marques, qui sont la simplicité, la fiabilité, la réactivité, l'empathie. C'est important de se dire, je me place comment par rapport à ça. Mais il y a aussi des attentes qui vont être très spécifiques à votre marque, des attentes par rapport aux valeurs aussi que vous véhiculez. Et c'est important de se dire, voilà comment je me place à ce niveau-là. Encore une fois, si vous n'avez pas fait d'études de satisfaction ou d'études là-dessus, interrogez les clients qui sont en contact, les employés qui sont en contact avec votre client pour essayer d'avoir une vue objective dans ce domaine-là. La sixième question, c'est quel est leur avis? Et comment ils s'expriment sur votre marque? Alors, sur quels médias et supports s'expriment-ils? C'est fondamental. Encore une fois, alors soit vous avez des outils pour les marques les plus outillées de social media listening, soit vous n'en avez pas. C'est important de savoir quels sont les commentaires sur votre marque, quels sont d'aller sur les réseaux sociaux, de savoir ce qui se dit sur votre marque, ce qui se dit sur vos pages Facebook, parce que souvent là les clients s'expriment, et s'ils s'expriment, c'est qu'ils souhaitent être entendus. Donc c'est important de savoir quels sont les avis positifs, négatifs, essayer de les quantifier quand on peut, bien sûr. Savoir comment ils recommandent spontanément la marque et s'ils le font, qu'est-ce qu'ils recommandent? Parce que là, ce sont vos points forts. On en parle dans notre guide, c'est au-delà des points forts, c'est ce qu'on appelle les sweet spots. C'est qu'est-ce qui sont des attributs vraiment différenciants de votre marque et c'est important de les connaître et de jouer là-dessus, de le valoriser. Et une septième question qui est de se dire, mais quelle proposition de valeur attend-il de votre marque? Alors, il y a différentes propositions de valeur, ce qu'on appelle le transactionnel. Souvent, c'est la qualité, le prix, le choix, la récompense des achats, les facilités de paiement. C'est fondamental. Il faut être bon là-dessus. En termes serviciels, des attentes de sécurité, réactivité, fiabilité, simplicité, flexibilité.
En termes relationnels, ce sont des valeurs d'écoute, de respect, d'interactivité, de reconnaissance, de personnalisation. Et en termes sociétaux, et ça c'est important parce que bon, de plus en plus, avec la loi Pacte, les entreprises se penchent là-dessus. Et ça serait important de se dire si pour vos clients c'est important. Pour des marques comme une Rocher, dont je fais partie, c'est important, c'est une valeur importante de se dire on a un engagement sociétal, de plus en plus les entreprises le font. Et c'est important de se dire comment je me positionne là-dessus par rapport à des attentes de sens des clients dans leur expérience client. Voilà, on a été long sur ce Canva, mais voilà, encore une fois, c'est fondamental, c'est un exercice à faire souvent avant l'atelier, de le faire aussi pendant l'atelier parce que vous n'aurez pas le temps de voir toutes les parties prenantes, mais c'est aussi important de mettre tout le monde à niveau sur cet aspect-là. Ouais, la question de la data que tu évoquais avec Fabien, elle est très importante. On la voit là en bas à gauche, les questions qui se posent là-dessus. Donc ça rejoint vos échanges et ça rejoint aussi un webinaire que je vous recommande de suivre qu'on a fait il y a 2 ou 3 semaines avec Philippe Lemagresse sur l'hybridation de la data. Ça nous a donné envie à tous les deux de faire un nouveau livre. Donc il y aura peut-être un livre l'année prochaine justement sur la data et sur cette question qui est clé, c'est que pour bien utiliser la data, il faut savoir ce qu'on veut en faire et on réfléchit sur une méthode pour aider les gens qui veulent faire de la data, et il y en a beaucoup parce qu'on entend beaucoup cette injonction que la data est importante, mais de leur donner les clés pour bien l'utiliser, à savoir commencer par se poser les bonnes questions, commencer à dégager des hypothèses, à dire qu'est-ce qu'on veut prouver, qu'est-ce qu'on veut chercher, et à partir du moment où on essaye de chercher quelque chose, on a des moyens de le trouver. Aujourd'hui, la data est hyper riche, hyper diverse. Comme vous le disiez, il y en a plein dans les CRM d'entreprise, il y en a plein aussi qui sont gratuites et très facilement accessibles. Et il y a un super outil que vous connaissez tous qui s'appelle Google Trends et qui est un extraordinaire outil pour aller chercher de la data, détecter des tendances, valider des hypothèses. Enfin voilà, il y a beaucoup de data dans ce livre et comme tu l'as dit, tu as une super expérience en data et on réfléchit aussi à un livre plus global sur la data, mais c'est pour 2022. Bon, j'espère en être. Bien sûr. On va passer la cartographie. Je cherchais l'étape 1. Ah oui, je vais repasser sur nos. Effectivement, on n'a pas donné on n'a pas de slide sur l'étape 2, le parcours client. Donc il nous reste. On va en garder pour le livre. Voilà, on va en garder pour le livre. En tout cas, je vais vous parler des composantes du parcours client. Donc ça, c'est l'étape 2. Donc dans cette étape 2, une fois que vous êtes posé les bonnes questions sur vos clients, les clients que vous voulez fidéliser, vous allez formaliser pour votre client idéal l'ensemble des interactions physiques ou digitales qu'on appelle les moments de vérité, les ressentis et émotions positives ou négatives du client. Donc il y a 4 composantes de ce parcours client. La première composante, c'est les étapes du parcours client. Donc comme je le disais, nous, on vous recommande d'avoir tout simplement une étape, des étapes chronologiques qui sont de l'avant-vente, quand le client s'informe sur vos produits et services, vous compare et choisit d'aller sur votre site, l'étape de vente, l'étape d'usage du produit, parce que ça, l'expérience client continue, puisque souvent on fait appel, on utilise le produit, ça fait partie de l'expérience de la marque. On a souvent appel, le produit tombe en panne, ou on rachète des produits complémentaires. Donc ça, c'est la phase d'usage qui souvent, je trouve qu'on néglige parce qu'on se concentre beaucoup sur l'expérience d'achat pour faire de la transformation, et l'étape de renouvellement des produits qui est extrêmement importante aussi, puisque c'est là qu'on va fidéliser nos clients. Donc, à vous d'identifier quelles sont les étapes d'achat. Vous pourrez choisir d'approfondir vraiment telle ou telle étape aussi en fonction du prisme que vous voudrez avoir et de vos objectifs et de vos priorités. Sur chacune de ces étapes, on va déterminer les moments de vérité. Alors, qu'est-ce que c'est les moments de vérité? Il y a plein de littérature sur la question, mais nous, on essaye d'être simple. Les moments de vérité, ce sont ces moments qui vont d'interaction entre le client et la marque qui va forger
une opinion positive ou négative de votre client sur la marque. Et donc, c'est l'accumulation de tous ces moments de vérité qui va forger donc globalement une opinion positive ou négative. Et certains moments de vérité vont inciter le client à soit être vraiment s'engager davantage dans votre marque, soit vont être vraiment destructeurs de valeur et vont faire dire que je vais quitter cette marque, je veux plus jamais acheter ce produit, voire même je vais détruire leur réputation. Donc, c'est hyper important d'identifier ces moments de vérité. Donc, vous avez plusieurs outils à votre disposition, mais encore une fois, discutez avec le terrain, regardez ce qui a motivé des réclamations, ce qui a motivé l'attrition de vos clients, interrogez vos clients. Si vous avez perdu des clients, sachez pourquoi. Et ça, c'est hyper important. Et donc, pour chacun de ces moments de vérité que vous allez détailler, un moment de vérité, par exemple, c'est mon produit tombe en panne, j'appelle la hotline. Et ben ça, c'est un vrai moment de vérité parce que soit la hotline vous répond pas, soit elle met 15 jours à vous assigner un dépanneur et vous êtes juste en rade avec votre produit. Donc ça, c'est un vrai moment de vérité. Là-dessus, Valérie, quand je t'écoute, je me dis que ça mériterait que dans le livre, on travaille un peu sur le passage de 1 à 2. Oui. Alors, qu'on explique comment on utilise tout ce qu'on a récupéré dans l'étape 1 avec le Canva pour passer à l'étape 2 et pour faire un filtre sur l'étape 2. Ok. On va le relire dans ce prisme-là, sachant que justement, le but de ce livre, c'est vraiment de donner toute cette mécanique fluide. Donc, lorsqu'on a déterminé les moments de vérité, c'est important de se dire quels sont les irritants et les enchantements. Les irritants, vous comprenez ce que c'est tout ce qui suscite une émotion négative, et les enchantements, c'est tout ce qui va susciter une émotion positive. Alors nous, on se dit, on a un moyen assez simple et qui parle vraiment bien, ça va être de formaliser ces irritants et enchantements sous forme de verbatim. Vous avez souvent des verbatim clients. Alors, au lieu de dire, par exemple, j'ai attendu, le client attend en moyenne 20 minutes avant que la hotline décroche, c'est de dire tout simplement, j'ai attendu 20 minutes et ça ne décroche pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement parlant pour tout le monde et souvent vous avez ces verbatim et le personnel en contact avec le terrain les a. Et tout ça, ça suscite des émotions qu'on a listées dans le livre. Alors, les émotions, au-delà des 4 émotions qu'on connaît, peur, tristesse, colère et joie, on a des chercheurs qui ont déterminé que dans l'expérience client, il y avait une dizaine d'émotions et qui sont importantes à connaître parce qu'elles résument bien ce qu'on peut éprouver et dans l'expérience client, et elles sont importantes à connaître. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous aider à déterminer quelles actions mettre en place pour transformer les émotions, soit en émotions positives, soit faire que lorsqu'on a une émotion positive, que le client reçoit une émotion positive, la déployer sur l'ensemble de ses clients. Alors, je vais quand même vous les lister parce que je trouve qu'elles sont importantes. Ce sont la colère, la déception, l'inquiétude, la frustration, la confusion, la joie, la reconnaissance, la confiance, l'enthousiasme et le soulagement. Et on a toujours Brice Temkin qui a une grosse boîte d'études et qui fait des TEDx sur le sujet, qui a fait une étude et qui trace les corrélations entre ces émotions positives et négatives et le réachat du client. Donc, c'est important. Hein. Les émotions, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est juste parce qu'elles conditionnent en fait des actions de réachat du client. Donc, extrêmement importante. Et par rapport à justement ces irritants et enchantements et ces émotions, là aussi, on va vous pousser, et c'est pour ça qu'on a fait aussi, on vous a fait travailler avant sur le Canva, à objectiver ce que, et comme dit Fabien, c'est souvent difficile, mais à vous dire, attends, quelles sont les données que j'ai qui me permettent d'objectiver ça? Parce que finalement, on va dire, bon, il a attendu 4 heures, le client a dit, j'ai attendu 4 heures, 20 minutes que la hotline décroche. Et c'est quoi le délai moyen de décrochage sur la hotline? Les ouvertures de la hotline, c'est quoi? Quels sont les délais de résolution?
ça va être important. Quelle est la satisfaction du client par rapport à la outline? Voilà, vous allez objectiver ces verbatims en vous disant, ah ouais, ben là, j'ai vraiment un problème. Parce que dans ces ateliers, c'est toujours pareil, il y a des gens qui vont extrêmement bien connaître et donc qui vont parler pour leur service. Et c'est important puisqu'ils sont partie prenante de l'expérience client. Qu'en phase d'usage, ben, le service SAV, il est complètement impliqué. Mais c'est important d'objectiver. Vous dites, attends, c'est arrivé combien de fois ça? Est-ce que tu as des données pour me dire que cet irritant est important ou pas? Donc là, on va vous pousser encore une fois à vous dire, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, pas souvent? Et là aussi, ça va vous permettre de prioriser l'action à mettre en œuvre. Donc, c'est une grosse partie, là, quand vous allez faire votre atelier, de travailler là-dessus, d'aligner tout le monde sur les moments de vérité, les irritants, les enchantements et les données clients. Ensuite, on va arriver à l'étape 3. L'étape 3, c'est construire la matrice d'enchantement. Donc, ça fait pendant de la matrice d'acquisition, de l'acquisition stratégie design. Là, on va, pour chacun de ces irritants qu'on aura, ou enchantements d'ailleurs, qu'on aura identifié comme étant valides, assigner des actions pour supprimer ces irritants ou enchanter l'expérience délivrée au client. Donc, on va compléter, et c'est la marche en avant, hein, l'autoroute, on va se dire quelles actions je dois mener. Alors, il n'y a pas forcément qu'une action à mener pour réduire un irritant ou maximiser un enchantement, hein, généraliser un enchantement. Il peut y avoir plusieurs actions de diverses natures. Et là, vous allez les lister ensemble. Ce qui va être important une fois qu'on a listé ces actions, c'est de se dire quels sont les indicateurs qui me montrent que cette action, elle est effective ou pas au cours du temps. Parce que vous avez compris, hein, on dresse cette matrice d'enchantement et elle va nous aider à dresser un plan d'action. Et ce plan d'action, vous allez le réviser, il va y avoir un chef de projet, vous allez vous organiser en projet et voir si vous atteignez vos objectifs. Donc, les indicateurs sont extrêmement importants. Vous en avez ou alors il faut les créer. C'est important aussi parce que c'est là que vous allez voir en se disant, je reparle toujours de la outline. Hein. La outline, est-ce que j'ai les bons indicateurs pour suivre le fait qu'elle fait bien son boulot? Donc là, je vais les mettre en place. Je vais voir si ces indicateurs s'améliorent. Et donc, ça va me permettre de voir si j'atteins mes objectifs. Là aussi, on va travailler sur les organisations. Les organisations, c'est qui va être partie prenante dans la mise en œuvre de l'action. Donc, on a mis un S à organisation. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un leader dans les organisations. Il faut qu'il y ait un responsable. Mais bien sûr, il va y avoir plusieurs parties prenantes. Par exemple, pour la hotline, hein, on est toujours sur cet exemple-là, on va avoir le service client qui va être important, si c'est lui qui gère la hotline, mais on va aussi avoir les systèmes d'information qui vont gérer la téléphonie, qui vont gérer les outils mis à disposition de la hotline. Et puis, les supports et outils, important, se dire, est-ce que j'ai tous quels sont déjà les supports et outils qui vont m'aider, qui vont me permettre de mener à bien ces actions, et est-ce que je les ai? Alors, si je ne les ai pas, ça rentre comme une action à mettre en œuvre ou un prérequis dans notre plan d'action. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, peut-être, avant que je passe sur le plan d'action, Gabriel? Non, je n'en vois pas dans le chat et pour moi, c'est très clair, effectivement. Alors, j'espère que je ne vous ai pas noyé ou tétanisé. ou alors, voilà, j'espère que… Mais effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions pour que ce soit le plus vivant possible. Je pense qu'on est aussi sur un déroulé qui est clair, qui est complet. Faites-nous aussi vos retours sur la méthode si vous voyez des choses à faire évoluer ou à tester ou à challenger. On est vraiment, le livre n'est pas encore finalisé. Vous le voyez, on est encore en phase de travail dessus, même si on a vraiment, et Valérie a déjà écrit les 120 premières pages, donc on est à la fin de la présentation de la méthode et elle va attaquer les pages sur la cartographie de l'expérience. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, je trouvais que c'était bien de faire la relation entre 1 et 2. Si vous voyez des choses qui méritent d'être approfondies, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir.
parce qu'on travaille vraiment, et comme je vous dis, moi j'ai une expérience de consultante où on travaille souvent sur des parcours, on veut tout faire, mettre tous les canaux, et on donne vraiment des tips dans la méthodologie, dans la méthode pour faire des choses simples, pour se focuser déjà sur les choses importantes. Et puis, une fois que vous avez fait cet exercice de choses importantes, vous pouvez faire d'autres ateliers sur d'autres étapes du parcours ou pour travailler d'autres domaines. Mais c'est important de pas, enfin, vraiment, et ça, c'est une conviction que j'ai parce que je l'ai vécu, de pas vouloir tout faire en même temps et faire des usines à gaz, parce que c'est souvent ce qu'on voit, malheureusement, sur les parcours clients. Donc, petite remarque de Fabien qui correspond à ce que j'avais dit en préambule. Il dit que c'est une méthode moins disruptive que Acquisition Strategy Design. On est d'accord, hein, ce que j'avais dit en préambule, c'est deux aspects importants de la méthode. C'est une dimension simplification, formalisation pour donner des outils simples pour que tout le monde puisse mettre en place ce genre de choses, mais on n'a pas inventé la notion de parcours client, d'irritant, d'enchantement. Là, on a simplifié ce que pouvait faire Valérie dans des grands cabinets, ce que Oracle peut faire, etc. La petite nouveauté, et encore, est-ce que c'est une nouveauté, mais c'est vraiment ce focus initial sur les clients qu'on veut fidéliser, et donc dire tout ce travail qu'on met en place, c'est pas tous les clients. C'est vraiment ceux sur lesquels on veut se concentrer, et que c'est important de commencer par là, parce que comme on le disait en préambule, tous les clients fidélisés coûtent de l'argent, et certains clients coûtent plus cher à fidéliser que d'autres, ou même coûtent parfois plus cher à fidéliser qu'à réacquérir. Donc il faut pas se tromper là-dessus, et ça c'est très important, et c'est ça, je dirais, un peu le côté un peu disruptif du bouquin, qu'il est moins que Acquisition Strategy Design. C'est cette dimension là qui est de se dire attention, tous les adages, le client est roi, fidéliser coûte moins cher qu'acquérir, c'est pas toujours vrai, et c'est à ça qu'il faut faire attention avant. Autre petite remarque de Gilles, j'aurais tendance à séparer les cases irritant et enchantement pour bien visualiser la quantité de l'un et de l'autre. C'est très intéressant, Gilles, parce qu'on est passé par cette étape-là. Valérie, je te laisse dire pourquoi on l'a supprimé. On est passé par cette étape-là. On l'a supprimé parce que, encore une fois, on voulait être dans les simplifications. Par contre, il y a des choses très simples à faire, hein, et je ne fais pas l'apologie du livre maintenant, mais il y a des choses très simples à faire. Si sur un moment de vérité, vous avez autant d'irritants que d'enchantement, mettez les deux. Vous rajoutez une case, hein, tout simplement, et vous vous dites, ces irritants-là, je vais avoir telle action pour le supprimer. Cet enchantement-là, je vais avoir telle action pour le généraliser. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez de manière très simple rajouter une case, enlever une case, hein. Mais c'est vrai que pour la lisibilité du travail, nous on travaille beaucoup sur des outils comme Miro ou Mural avec des post-it et tout en atelier. Plus on va rajouter de lignes et de cases, plus ça va être dur à déchiffrer après. Donc on peut après, pour les positifs, les négatifs, utiliser des post-it rouges, des post-it verts. Ça donne beaucoup de visibilité. Mais c'est vrai qu'on a préféré faire ce travail de simplification. La plupart du temps, un moment de vérité est soit positif, soit négatif. Voilà. Mais c'est assez rare le cas que tu décris, Valérie, où il y a autant de positifs que de négatifs. Non, c'est vrai. Non, mais en tout cas, c'était pour donner. Et dans ce cas-là, on dédouble. Voilà, on peut mettre le double sur un moment de vérité. On peut avoir deux irritants, un enchantement, quand même, deux irritants ou un enchantement, parce que ça peut être important de te dire, ça c'est le sweet spot, c'est quelque chose que qui va faire vraiment un attribut de différenciation. Hein. On n'est pas rentré là dans des cours théoriques sur l'expérience client, mais effectivement, si on se dit, là, il y a eu une initiative qui a été géniale et qu'on pourrait la généraliser vraiment pour pas cher, oui, mettez-le en exergue, parce que vous pouvez vous dire, oui, je vais pouvoir le généraliser. Mais souvent, et c'est pour ça que par contre, c'est important de travailler sur l'émotion ressentie majoritairement par les clients pour travailler dessus. Et encore une fois, on est sur une approche focus. Pourquoi ?
parce que le temps de tout le monde est précieux et qu'on veut avoir un impact visible sur l'expérience client et mesurable. Donc, cette approche focus, elle est hyper importante, en plus de la clarté et de la simplicité. Il nous reste 5 minutes. Le temps passe. Est-ce qu'on finit juste un peu pour présenter rapidement la carto? Oui, voilà. Alors, le plan d'action, de toute façon, il va être simple. Il y a différents critères pour dresser votre plan d'action. On va avoir des feux rouges, des feux verts et des feux oranges. Rouge, c'est vraiment les actions sur lesquelles vous devez vous concentrer en priorité parce que vous ne faites rien. L'orange, c'est des actions prioritaires, mais sur lesquelles vous avez déjà engagé des choses. Et le vert, c'est des actions sur lesquelles vous avez déjà des actions moins prioritaires et où vous êtes en phase de finalisation plutôt. Alors, on va passer sur la carto, effectivement. Donc, elle est là. La cartographie, alors là, pour ceux qui l'ont découvert sur Acquisition Strategy Design, ça va vous rappeler des choses. En quoi cette cartographie, elle est différente? Elle est différente parce qu'on a introduit les opérations et services clients qui sont extrêmement importants dans l'expérience client. Parce qu'une opération, si on n'a pas le back-office qui va bien, des processus qui vont bien, ça va être visible pour le client. Et ça, c'est très important de se focaliser là-dessus. L'expérience client, c'est trop important pour être uniquement, on va dire, l'apanage du marketing, de la vente et de la communication. Voilà. Et pareil, on va détailler dans le livre toutes ces spécialités, mais en quoi, en fait, ces spécialités contribuent à améliorer l'expérience client. Donc, ça va être aussi le focus de cette cartographie. On va essayer souvent être assez expert, notamment sur tous les KPI de l'expérience client qui peuvent être suivis par chacune de ces spécialités. J'ai essayé d'être courte, Gabriel. Est-ce qu'il y a des dernières questions? J'étais en train de répondre à Fabien par chat, qui voulait avoir les livres pour ses clients à Noël. Donc, je lui disais que c'était tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il y a? On devrait y arriver. Il va sortir en octobre. On n'a pas encore calé la date exacte, mais on va l'annoncer à notre diffuseur d'ici la fin du mois. Et Journée by Selling va sortir, comme je le disais, en novembre, donc juste après. Et le mois prochain, enfin dans un mois et demi en juin, il y a les 3 méthodes marketing pour les RH qui sort aussi avec Chloé Duval et on va faire 3 webinaires là-dessus. Je sais plus qui on a la semaine prochaine. Si Jérémy ou Abdel peuvent répondre dans le chat, c'est super. Et puis c'était passionnant, Valérie. J'ai trouvé que les retours de tout le monde étaient hyper intéressants aussi, donc c'est plutôt un accueil positif. Génial, merci beaucoup à vous. On voit que c'est un livre très complémentaire d'Acquisition Strategy Design, que on est sur des briques communes, mais aussi avec des angles différents. Et puis ce webinaire a encore l'occasion de se rendre compte que, et ça fait quand même hyper plaisir, que le travail sur Acquisition Strategy Design est super bien reçu, qu'il y a des bons résultats, que ça pose des fondations et que on est en train de continuer ce travail avec toi, avec Chloé, avec Nicolas, et que c'est un travail passionnant et qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais d'avoir des retours comme cela, des gens qui s'approprient les méthodes et tout, ça fait super plaisir. Jérémy m'a répondu dans le chat. La semaine prochaine, on va parler de marketing international et on va toujours s'appuyer sur Acquisition Strategy Design pour montrer comment cette méthode peut accompagner les entreprises plurinationales sur leurs différents marchés et les aider justement à construire des stratégies globales, locales sur ces différents marchés, justement par l'outil du parcours d'achat. Parce que en travaillant sur les parcours d'achat, on peut avoir des éléments formels de différence d'un pays à l'autre et donc d'adaptation des stratégies de marketing international d'un pays à l'autre en fonction des différences de parcours d'achat, parce que un acheteur allemand n'achète pas de la même façon qu'un acheteur français, et réussir à mettre le doigt sur des éléments
objectif, encore une fois, de différence dans les parcours va objectiver aussi le fait de traiter différemment la stratégie marketing et la stratégie d'acquisition. Voilà pour le préambule du webinaire de la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Valérie, super boulot. On avance bien et puis l'accueil est positif, donc on continue. Merci à vous. À la semaine prochaine à tous. Merci beaucoup Valérie. À bientôt.